J'ai donc le plaisir d'accueillir pour cette première session Nathalie Lévy-Dumont et Anne Chotin de l'INSHEA. Donc Nathalie Lévy-Dumont qui est enseignante-chercheuse et Anne qui est formatrice et qui vont nous parler d'une étude qui a été menée avec d'ailleurs le soutien de la Fédération des aveugles et amblyopes de France sur le braille, mais évidemment plutôt sous l'angle du numérique et des technologies. Nathalie, Anne, je vous laisse la parole. Merci Fernando, bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions vraiment beaucoup de votre invitation et nous sommes ravis de présenter partiellement ici une recherche plus globale sur les modalités de lecture et d'écriture des personnes braillistes. Donc, je suis bien Nathalie Lévy-Dumont, chercheuse au GRAP, qui est le laboratoire de recherche de l'INSHEA, et ma collègue Anne, ici présente, est formatrice en braille et membre de la commission évolution du braille français. Notre collègue Mina Poustinen, qui est professeure de sciences de l'éducation et qui nous a beaucoup aidé pour les statistiques et la méthode, vous prie de l'excuser. Dans le cadre de cet échange d'aujourd'hui, nous allons présenter quelques remarques sur les modalités d'écriture à l'heure actuelle. Le rapport sera présenté demain plus globalement aux administrateurs de la Fédération qui, comme le disait Fernando, ont accepté de soutenir notre étude et nous les en remercions déjà ici. Je vais vous présenter les grandes lignes de l'étude et puis quelques résultats en écriture et Anne présentera quelques-uns de nos constats sur l'évolution des pratiques et sur la place du braille abrégé. Nous terminerons aussi sur quelques idées que notre travail a fait naître chez nous. Donc, par rapport à l'étude, nous avons pris conscience, notamment grâce aux enseignants spécialisés que nous formons et avec lesquels nous sommes en contact, que peu d'élèves aveugles, même d'un bon niveau scolaire, apprenaient aujourd'hui le braille abrégé. La commission évolution du braille français avait réfléchi à un projet de réforme de l'abrégé. Au départ, nous voulions seulement montrer que si, comme différentes études l'ont montré, l'abrégé fait gagner de la vitesse en lecture et en écriture, il serait opportun que les professionnels incitent davantage les élèves à l'apprendre, mais l'étude a évolué parce qu'on a vu rapidement que le problème était plus vaste et certainement plus complexe. Donc, pour cette étude, nous avons rencontré plus de 100 personnes volontaires de 13 à 71 ans qui ont passé dans un ordre aléatoire une épreuve de lecture en braille intégral, une en abrégé si elles le maîtrisaient, et 2 épreuves d'écriture sous dictée. Elles choisissaient le support qui leur convenait le mieux, tablette et poinçon, Perkins, bloc-notes braille et clavier PC. Les 2 épreuves dictées de difficulté analogue contenaient beaucoup de mots abrégés, ce qui permettait de voir si l'abrégé en écriture faisait gagner de la vitesse, ce qui paraissait logique puisqu'il y a moins de caractères à écrire qu'en intégral. Les personnes écrivaient pendant 3 minutes et dans les chiffres qu'on va vous donner, on a ramené évidemment les scores en mots minutes, ce qui est plus pratique. Nous avons dû, après quelques journées de passation, changer les épreuves parce qu'au départ, elles n'étaient pas assez discriminantes pour l'abrégé et ça explique que nous ayons malheureusement moins de personnes ayant écrit que lu et en plus on a eu quelques problèmes de sauvegarde de fichiers. C'est un paradoxe que nous présentions aujourd'hui pour la première fois les données sur l'écriture, ce sont celles qui certainement mériteraient plus de prolongement et en même temps toutes les études sur le braille concernent plus la lecture que l'écriture donc c'est tout de même intéressant. Après les épreuves, nous terminions sur un questionnaire sur la formation des personnes, leur parcours professionnel, leurs habitudes et leurs goûts en matière de lecture et d'écriture. Je pense que je n'ai pas besoin de rappeler ici ce qu'est l'abrégé, un système d'abréviation créé au XIXe siècle et qui respecte l'orthographe, qui a été fait essentiellement pour alléger un petit peu le poids des écrits en braille sur papier. On pourra peut-être en reparler après. On a vu déjà évidemment une différence très importante selon les générations à mettre en rapport avec les pratiques de lecture et d'écriture dans la population générale, mais aussi avec la diversification des modes d'écriture accessibles aux personnes aveugles. Il nous semble qu'il y a un basculement entre les personnes de plus de 35-40 ans et les plus jeunes que nous mettons en parallèle avec l'essor de ce qu'on a appelé d'abord l'intégration et maintenant l'inclusion et aussi bien sûr l'arrivée plus massive du numérique. Nous avons donc pour les analyses
fait des distinctions par tranche d'âge et par statut, les retraités, les actifs avec ou sans emploi, les étudiants, les élèves, sachant que les catégories peuvent être perméables. Parfois, nous avons aussi enlevé de certaines statistiques les retraités parce que ces personnes écrivaient majoritairement à l'aide du poinçon et de la tablette, ce qui est nécessairement bien sûr plus lent que la Perkins et encore plus lent que la frappe au clavier. Ou parfois, on a enlevé les élèves parce que certains étaient encore en apprentissage, donc susceptibles de progresser. Les données sur l'écriture, comme je vous disais, sont quand même plus difficiles à analyser que celles sur la lecture parce que nous avons moins de scripteurs que de lecteurs. Et d'autre part, le fait de laisser le choix du matériel d'écriture aux personnes volontaires a amené une dispersion entre les différents outils. Et en plus, parfois, les scripteurs ont eu des problèmes techniques. Nous avons quand même pu prendre en compte les données de 87 personnes en écriture et on a essayé à la fois de faire parler les chiffres et on s'est aussi appuyé sur les valeurs extrêmes en donnant les caractéristiques des personnes dans le rapport, les personnes les plus rapides et les plus lentes dans chaque modalité. Et donc ici, je ne vais parler que d'écriture sur support numérique puisque c'est notre sujet. Sur les 87 personnes, nous avons 33 écrits sur bloc-notes en abrégé et 37 en intégrale sur bloc-notes aussi. Et il y a 49 personnes qui ont écrit sur PC. Pour une meilleure explication de ces nombres, certains volontaires ont choisi d'écrire, par exemple, à la tablette et sur PC ou à la tablette et sur bloc-notes. Ça explique que le total dans ce domaine correspond à beaucoup plus de personnes que le nombre total de ceux que nous avons étudiés. Ils ont écrit dans plusieurs modalités. Et par exemple, si un volontaire considérait que ces deux moyens d'écriture privilégiés étaient le PC et le bloc-notes braille en abrégé, c'était là-dessus qu'ils écrivaient. Dans le rapport, nous détaillons toutes les vitesses, sachant, comme je l'ai dit, que les résultats sont à considérer avec prudence, puisqu'ils sont fondés sur des petits nombres. Et malheureusement, nous avons des résultats significatifs sur les outils d'écriture manuelle, Perkins et Poinçon, mais pas statistiquement significatifs sur les outils numériques. Nous pouvons juste vous indiquer des tendances. Si on compare les vitesses entre intégrale et abrégé sur bloc-notes braille pour les 22 personnes qui ont écrit donc en intégrale et en abrégé sur bloc-notes, on a une vitesse moyenne en abrégé de 36 et en intégrale de 37. La différence n'est pas significative, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont écrit sur bloc-notes appartiennent à toutes les tranches d'âge, mais très très majoritairement aux moins de 40 ans et surtout aux moins de 30 ans. Pour rappel, évidemment, le bloc-notes est un outil récent. Sur les 15 personnes qui ont écrit à la fois en intégrale sur bloc-notes braille et sur clavier AZERTY, 11 personnes écrivent plus vite au PC. En revanche, sur les 16 personnes qui ont écrit en abrégé sur bloc-notes et au clavier PC, 11 écrivent plus vite sur bloc-notes braille. Alors évidemment, ce qui est embêtant, c'est que les résultats ne sont pas significatifs, mais c'est quand même intéressant qu'on écrive plus vite en abrégé, ce qui est finalement logique, que sur le PC, puisqu'on frappe moins de touches. Je veux quand même vous rappeler vous dire, je ne vous l'ai pas dit, la vitesse moyenne de des 49 scripteurs qui ont saisi sur PC est de 39,4 mots minutes. Ça correspond à peu près à la vitesse moyenne qu'on voit chez les scripteurs voyants. Donc, je vais passer la parole à Anne maintenant. Oui, merci Nathalie. Donc, moi, je vais enchaîner avec des remarques sur l'évolution des pratiques d'écriture en braille. Donc, que nous voyons, c'est qu'incontestablement, nous connaissons aujourd'hui une évolution de ces pratiques qui touche les voyants, mais affecte aussi les non-voyants. Les modes d'écriture se diversifient et les gens ont maintenant le choix de leur façon d'écrire. Il semblerait que ce n'est plus l'outil qui guide la manière d'écrire, mais le contenu de ce qu'on doit écrire. Ainsi, donc, parmi nos questionnaires que nous avons fait passer auprès de quasiment 100 personnes, eh bien, cela révèle que des mémos, des listes de courses, des rendez-vous pourront être dictés vocalement. Quelques étiquetages sont encore faits au poinçon et à la tablette. Et puis des présentations, des conférences ou des travaux de recherche seront rédigés à l'ordinateur, donc au clavier AZERTY ou sur bloc-notes braille, clavier Perkins, pour souvent être ensuite embossés en braille papier en cas de présentation publique, par exemple. De manière générale, pour les non-voyants, on constate un passage très net à l'écriture sur PC dans toutes les générations, même les plus âgés. En effet, beaucoup d'utilisateurs du braille ne sont pas équipés nécessairement de
bloc-notes ou de plage braille avec clavier Perkins pour des raisons de coût financier, bien sûr. Et aussi, on en a eu car certaines personnes âgées n'ont jamais intégré le clavier Perkins, étant directement passé du poinçon au clavier AZERTY. Comme chez les voyants, et peut-être plus encore du fait de l'encombrement du braille papier, le numérique prend le pas sur le papier en écriture, au moins chez les aveugles. Alors dans notre enquête, donc vous avez vu que plus de la moitié des scripteurs ont composé au clavier PC et l'ensemble des participants ont écrit, donc comme l'a dit Nathalie, à une vitesse comparable à celle des voyants. La modernité profite donc aux braille et aux non-voyants en termes de rapidité, dans le sens où ils écrivent plus vite qu'auparavant, ils n'écrivaient sur papier. Alors parfois la différence de vitesse entre écriture en braille numérique et saisie au clavier AZERTY est donc importante, comme le montrent les 3 exemples à venir. Parfois elle est très faible. Alors on ne peut donc pas tirer de conclusions significatives sur ce point, l'échantillon d'usagers ayant été testé restant trop faible à notre sens. Alors citons toutefois le cas de cette étudiante en sciences qui écrit 77 mots minutes sur un clavier AZERTY au PC. Elle n'a plus de bloc-notes braille et écrit exclusivement sur PC, se relisant sur la plage braille. On peut s'interroger sur l'évolution de tels profils que voilà. Comment le rapport à l'écrit évoluera-t-il pour cette jeune personne. Un autre score est représenté par cette active de 47 ans qui écrit vite en abrégé sur bloc-notes, 41 mots minutes, mais double son score sur PC à 82 mots minutes, ce qui correspond à la vitesse la plus rapide qu'on ait obtenue sur PC dans toutes les tranches d'âge et en écriture de manière générale. Alors cette personne déplore des problèmes de saisie en cas de couplage avec la plage braille, parce que c'est quelqu'un qui écrit aussi rapidement au bloc-notes, donc, et elle nous dit que les claviers Perkins des plages braille ne sont pas assez réactifs pour une saisie rapide. Le désabrégement n'est pas toujours possible. En outre, elle rappelle que le plurilinguisme est incompatible avec les tables braille présentes dans les bloc-notes. Citons encore cet autre étudiant en école de kinésithérapie. Il écrit en intégrale 31 mots minutes sur son bloc-notes, mais encore plus vite sur le PC, avec qui est une vitesse de frappe excellente à 63 mots minutes. Donc c'est la recherche de l'efficacité et de la vitesse qui lui fait progressivement délaisser l'écriture braille au profit du clavier PC, et lui non plus n'a plus de bloc-notes. Il n'aime d'ailleurs pas lire sur plage tactile et privilégie le braille intégral papier qu'il trouve de plus en plus difficilement. Sinon, il a recours à l'audio, à la synthèse vocale, bien que lecteur très rapide en braille papier, puisque on a vu qu'il lisait plus de 120 mots minutes. Donc cela interroge à nouveau sur l'évolution de ce type d'usager du braille dans son rapport avec l'écrit. Ultérieurement, bien sûr. Les réponses au questionnaire montrent aussi que la diversification des modes d'écriture affecte les pratiques des non-voyants. Le passage au digital est très présent avec les claviers virtuels sur l'iPhone qui permettent la saisie braille à l'écran ou la simulation du clavier AZERTY sur un écran tactile. La dictée vocale aussi, tous ces nouveaux modes d'écriture sont bien sûr à prendre en considération. Et bon, bien qu'on manque évidemment de recul sur leur efficacité. Leur caractère inclusif permet de toute façon une communication beaucoup plus interactive avec les voyants et c'est un véritable atout. On pourra s'interroger sur l'impact qu'ont ces nouveaux modes d'écriture sur la rédaction et la communication. Même si cela n'émane pas de notre étude directement, on constate aussi que l'image envahit l'écrit, aussi chez les non-voyants, par l'utilisation d'émoticônes ou de slides dans les PowerPoint. Et les non-voyants ne sont pas exclus de ce mode de communication. On sait que NVDA propose une extension consacrée aux émoticônes où on pense aussi au dictionnaire de l'iPhone qui en décrit et en répertorie énormément. Donc par souci d'efficacité immédiate, il apparaît que certains jeunes ont donc tendance à aller vers ce qui est le plus rapide et le moins spécialisé, l'audio, le clavier AZERTY. Beaucoup de choix s'offrent à eux et il est difficile de s'y retrouver quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire et quand on se connaît encore mal au moment des études. Interrogeons-nous maintenant sur la place de l'abrégé. Dans ce contexte mouvant, il est évidemment légitime de se poser cette question puisque ce code de l'abrégé remonte donc à la fin du 19e et que pour ses détracteurs, il représente un code d'un autre temps en ce qu'il respecte l'orthographe, en ce qu'il propose un lexique parfois désuet, en ce qu'il se calque sur la langue française dans son fonctionnement en comportant évidemment des exceptions quasiment à chaque règle. Il est tout de même très intéressant de voir que cet abrégé braille français s'adapte quasiment complètement aux nouvelles technologies. Il est pris en charge par les lecteurs d'écran, l'iPhone,
téléphone, le gère en écriture et en lecture, et moyennant certains ajustements, il pourrait peut-être être complètement réversible et automatisé pour une transcription, une des transcriptions automatiques. Alors, on a relevé des scores assez saisissants, là aussi, dans la rapidité d'écriture en abrégé. Ainsi en est-il de cet étudiant en langue vivante qui déclare adorer l'abrégé. Il écrit 44 mots minutes sur PC et 60 mots minutes en abrégé sur son bloc-notes, ce qui est quand même une accélération conséquente, presque 27%. On peut aussi évoquer ce standardiste retraité ayant écrit 65 mots minutes sur la Perkins, qui déclare donner toujours la priorité à l'abrégé en lecture comme en écriture, même s'il utilise parfois le clavier AZERTY, pour le courrier notamment, mais il n'écrit que 23 mots minutes sur ce clavier. Évoquons enfin cette collégienne, la plus rapide de tous nos volontaires en intégrale sur bloc-notes. Elle écrit 51 mots minutes donc en intégrale et déjà 41 mots minutes en abrégé, ce qui est assez intéressant, d'autant qu'elle n'utilise pas encore ce code quotidiennement. Donc, ce dernier exemple montre peut-être la capacité d'investissement des nouvelles technologies par les jeunes, mais ce qu'on a retenu surtout, c'est plus que la rapidité. Nous avons constaté que ce code de l'abrégé met en jeu des mécanismes de réflexion métalinguistique sûrement propices à la synthèse, à l'apprentissage des langues ou à l'aisance avec l'écrit. Et il continue donc d'amener un gain de temps et d'autonomie non négligeable et extrêmement important, selon nous, à long terme. Nombre de personnes non-voyantes se sont illustrées, on le sait, dans des professions ou des activités utilisant l'écrit. On pense aux professeurs, aux secrétaires, aux cruciverbistes, et l'écrit a toujours été, depuis Louis Braille, pour les personnes aveugles, un moyen d'ascension sociale, d'épanouissement culturel et personnel, une véritable opportunité de valorisation, gardons-le bien en tête. Et il nous semble important de continuer à offrir cette possibilité, moins opérante selon nous par la dictée vocale ou la seule pratique du clavier AZERTY trop précoce. La maîtrise du braille abrégé participe évidemment à cette construction du rapport avec l'écrit. Voilà ce qui émane aussi de nos réflexions, et je laisserai Nathalie conclure. Merci Anne. La première conclusion, ou préconisation, ça serait vraiment qu'on souhaite que la réforme du braille abrégé puisse aboutir, parce qu'elle facilitera quand même la lecture et surtout l'écriture, qui est encore plus difficile. Ce que nous avons vu, j'ai pas eu le temps de vous le dire, c'était significatif au niveau statistique, c'est que les performances en lecture, que ce soit en abrégé ou en intégrale, étaient en lien avec les performances en écriture. Et donc, nous, on forme les pédagogues. Donc, au niveau pédagogique, c'est très important de lier la lecture et l'écriture au clavier Perkins, de façon que les deux modalités se confortent. Il nous semble aussi qu'il faudrait essayer de planifier au mieux l'ordre des apprentissages et peut-être revenir à un apprentissage plus précoce de l'abrégé. Les meilleurs utilisateurs de l'abrégé sont les personnes les plus âgées, celles qui ont appris l'abrégé pour la plupart en primaire. Actuellement, du fait de l'existence de l'informatique, les manuels du collège existent en intégrale, et donc l'obligation de maîtriser l'abrégé avant le collège n'existe plus. Et de plus, comme les élèves braillistes sont inclus beaucoup plus tôt qu'auparavant et qu'ils ont plus de compétences à acquérir qu'auparavant, on a tendance à différer l'enseignement de l'abrégé, voire à ne plus le proposer du tout. Et là, on pense que l'intérêt à long terme de l'élève doit primer. Et il faut aussi, bien sûr, bien réfléchir à qui on propose l'abrégé, étant donné l'évolution des profils des élèves déficients visuels, souvent porteurs d'autres difficultés. L'abrégé n'est certainement pas à proposer à tous, mais pas forcément non plus réservé à une élite. Parmi les adultes, nous avons des personnes qui n'ont pas fait de longues études, mais que la très bonne maîtrise du braille a vraiment aidé dans tous les aspects de leur vie. Dans le même esprit, il faudrait veiller à une persévérance de l'apprentissage de l'abrégé. Nous avons rencontré des jeunes qui ont appris l'abrégé pendant plusieurs années et ne se le sont jamais vraiment approprié. La question de son introduction en classe inclusive est vraiment très importante et complexe. Nous en sommes très conscients. Du point de vue des développeurs de matériel qui sont peut-être présents ici, c'est vrai qu'il faut vraiment veiller à la stabilité et à la fiabilité des matériels. On a eu pas mal de remarques là-dessus, et plusieurs personnes ont renoncé au bloc-notes braille car leur bloc-notes n'était pas assez fiable en saisie, sans parler de ceux qui en sont privés faute de financement. Cette enquête demande à être complétée sur l'écriture, c'est sûr, mais nous voulons souligner que nous avions eu de très bons lecteurs-scripteurs dans toutes les tranches d'âge, et chez les adultes qui ne sont pas passés par l'enseignement supérieur aussi.
Pratiquement tous soulignent ce que le braille leur a permis, tant dans leur insertion professionnelle que pour leur autonomie quotidienne. Et c'est sur leurs propres paroles que nous souhaitons terminer cette présentation. Cela nous donne l'occasion aussi de leur remercier pour leur engagement. J'ai vu que Marie-Renée était là. Marie-Renée, merci beaucoup pour l'aide du GIA APIDV qui nous a vraiment beaucoup aidé en nous proposant ces locaux pour les passations. Je vous remercie. On sera très heureuse de répondre à des questions. Merci. Merci Yann et merci Nathalie. Je me tourne maintenant vers Pascal Isel, activiste s'il en est du braille. Intégriste même. J'ai dit activiste, notre oui, j'ai pas dit intégriste. Alors, on est quelques-uns quand même dans cette salle à être activistes. Oui, bonjour madame. Bonjour. Et bonjour, du coup, Pascal, Anne, je te donne la main pour prendre les questions, plutôt les restituer et puis aussi mettre ton grain de sel, bien évidemment. Alors, évidemment, vous imaginez bien, après ce que je viens de dire et ce que les uns et les autres peuvent déjà savoir de moi, que je suis ravie d'entendre parler de braille et de l'importance de l'abrégé, de l'écriture. Et je pense que cette étude est importante. Alors, il y a déjà une question qui est tombée, à savoir où est-ce qu'on pourra trouver les résultats de cette étude s'ils sont appelés à être publiés, publiés largement. Alors, pour tout vous dire, on avait pris, surtout à cause du Covid, mais pas seulement, on avait pris un petit peu de retard. Donc, en fait, on a envoyé, la fédération, sans doute, va le mettre sur son site. Moi, j'ai écrit à ma directrice de laboratoire pour dire comment on peut faire. Je pense que ça sera aussi sur le site du département recherche de l'INSHEA. Ça sera donc un PDF. Je crois que mon ami Vincent Le Calvez, les gens savent, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien remercier. Donc, je remercie Vincent qui a mis en page, je crois qu'il est en train de nous écouter. On voudrait le diffuser. On sait qu'il va être sujet à questions, à interrogations, parce qu'il est un peu nuancé, parce que bien sûr, on aurait aimé aller encore plus loin. Sur la lecture, on est plus sûr de nous, mais il faudrait travailler encore plus l'endurance. Donc voilà, il va être diffusé très bientôt, je l'espère. Et j'espère surtout que ça va donner lieu à des discussions et puis peut-être aussi à des préconisations de la part des associations. On a vu, dans les entretiens où les personnes parlaient de leur formation et aussi de leur goût, on a vu le rôle éminent des associations de personnes déficientes visuelles. Donc on a dans le rapport émis quelques idées pour aller encore plus loin, parce qu'il semble qu'il y a quand même des personnes, en particulier ceux qui ont été formés il y a le plus longtemps, qui sont quand même loin encore du numérique et un peu isolés pour le coup. Anne, je ne sais pas si tu veux compléter ma réponse. Non, mais je crois que c'est assez clair. Oui, le rapport, évidemment, on fera tout pour le diffuser. Ceux qui sont adhérents à notre bulletin de veille de l'INSHEA trouveront aussi l'information et puis ce sera relayé, bien sûr, par toutes les grandes instances du braille. Et alors, du coup, j'ai d'autres questions qui sont arrivées, justement, encourageantes. Où peut-on apprendre le braille intégral et l'abrégé, me demande-t-on? Alors, qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Alors là, on sort un peu du domaine scolaire, j'imagine. Mais oui, je vais faire, comme je suis honoraire depuis 3 mois, je peux faire encore plus de la publicité. Ma chère collègue Anne propose des modules de formation en intégrale et aussi en abrégé à l'INSHEA, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un centre de formation universitaire qui est à Suresnes. Mais il y a quand même, on ne va pas être trop chauvin, il y a d'autres lieux. Vous pourrez compléter. Il y a aussi l'association Valentin Oui qui fait des formations, y compris à distance. Il y a quand même beaucoup d'associations qui proposent le braille, que ce soit pour les non-voyants ou malvoyants ou pour les personnes voyantes. Tout dépend évidemment si on veut apprendre à le lire tactilement, visuellement. Mais bon, maintenant, il y a quand même un certain nombre d'associations, en plus des centres de formation qui le proposent, oui. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui nous demande si, à notre connaissance, il y aurait des applications sur smartphone pour apprendre le braille. De mon côté, je n'en connais pas, mais peut-être, je ne sais pas. Oui, je sais qu'il y en a pour les voyants. Je vais les retrouver là. Puis, je les mettrai dans le chat. Alors, moi, j'avais une question. Est-ce que dans cette étude très complète, vous avez abordé aussi le cas de l'écriture sur clavier de PC, mais en braille 6 points, c'est-à-dire en transformant des touches de son clavier PC en clavier Perkins? Alors non, on ne l'a pas fait parce que, bon, déjà, tous les ordinateurs ne le permettent pas. Et oui, c'est une solution, mais
qui nous semblait quand même moins utilisé par l'ensemble des utilisateurs qu'on avait. Et ce qu'on voulait vraiment, c'était essayer de voir ce qu'amenait le clavier PC par rapport au braille et s'il y avait une réelle différence. Donc, on n'a pas testé cette modalité, non. Alors, enfin, parce que pour moi, genre, je vois l'utilité de ça. Bah, peut-être si on a simplement un ordinateur portable avec une plage braille sans clavier Perkins. Et puis aussi pour tout ce qui est saisie un peu spécifique comme les maths ou la musique, quand on veut saisir du braille musical ou du braille mathématique. C'est vrai que si on a le moyen d'écrire en 6 touches et qu'on a cette culture de clavier Perkins, évidemment, c'est vrai que c'est tout de suite plus facile. Donc c'est pour ça que je me posais la question si vous en aviez parlé. C'est une piste, hein. C'est une piste, mais là, comme les tests portaient exclusivement sur du braille littéraire, on n'a pas été amené à l'évaluer. Je comprends. On a parlé de la, entre bien des guillemets, de la vétusté de notre abrégé. Est-ce que vous auriez des choses à partager avec nous sur d'éventuels projets d'évolution de l'abrégé français actuel? Non, pas vraiment. Il y a des projets, il y a des choses qui sont à l'étude, mais après, ça ne dépend pas directement de nous. C'est lié à la commission d'évolution du braille français. Et voilà, pour le moment, les choses sont à l'étude, mais on n'aura pas de scoop là-dessus aujourd'hui. D'accord. Oh, c'est dommage. Malheureusement. Enfin, quoi que si le scoop c'était de dire que ça s'arrêtait, c'est pas dommage. Ah ben non, pas du tout. Non, on espère vraiment que ça va reprendre. Il y a eu un arrêt, mais vous aviez vraiment beaucoup avancé, donc c'est vrai que ça serait bien que ça reprenne. Il y a quelque chose mais là, ça dépend pas de nous, qui est intéressant chez les personnes plus âgées. C'est qu'on a eu parmi les personnes volontaires des personnes qui écrivaient tout à fait communément avec la tablette et le poinçon et qui en fait n'avaient jamais appris dans leur enfance ou leur adolescence le clavier Perkins, n'avaient jamais utilisé une Perkins et du coup ne se sont pas du tout approprié le bloc-notes braille. Et donc voilà. C'est vrai, quand je vous donnais les exemples, ces personnes-là, elles ont écrit au poinçon, par exemple pour l'abrégé, et puis sur PC pour l'autre modalité. Vous voyez dans les je comprends très bien, oui. Enfin, je ne m'attendais pas à ça, mais on en connaît plusieurs et on en a vu plusieurs lors de l'étude. Oui, mais c'est pas surprenant parce que dans les années... moi, j'ai été en primaire dans les années 70. Eh bien, on n'avait pas de Perkins en primaire. On a commencé à avoir des Perkins moi, c'était en 5e, je crois, oui. Oui, en 6e, j'étais encore à la tablette. Et du coup, des gens qui étaient des générations précédentes sont effectivement sûrement passés de la tablette au clavier, la dactylo, puisqu'on apprenait la dactylo à l'école. Hein. Donc, le clavier, quand ils avaient eu le PC, ils n'ont pas été gênés pour passer Enfin, ils connaissaient le clavier de la dactylo, donc du coup, le passage s'est fait automatiquement sur le clavier PC. Alors après, c'est vrai qu'il y a des blocs-notes braille qui proposent un clavier PC, donc on peut aussi trouver cette solution. Mais oui, je pense que la part de personnes ne connaissant pas le clavier Perkins doit être relativement importante, en tout cas peut-être plus importante qu'on ne l'imagine. Jusqu'à quel âge peut-on apprendre le braille? Spontanément, je répondrai tout le temps, mais... Oui, moi je répondrai tout le temps aussi. On a eu parmi les volontaires beaucoup plus de personnes qui avaient appris le braille dans l'enfance, enfin comme en maternelle d'abord ou alors en CP si leur vue s'était dégradée pendant la petite enfance. C'était à peu près 20% de ce qu'on peut appeler des braillistes plus tardifs et puis 80% des braillistes qui avaient appris à lire en braille, hein, ce qui est quand même une différence. Mais on a eu quelques très bons résultats. Statistiquement, ceux qui apprennent le braille plus tard sont souvent moins bons lecteurs-scripteurs, hein, parce qu'il peut y avoir quelques petites interférences, mais on a eu aussi quelques très bons lecteurs-scripteurs qui avaient appris le braille tardivement. Ce que je voudrais dire, alors évidemment là je parle de personnes qui lisent le braille tactilement. Moi, pour les personnes non-voyantes, moi je suis voyante et je lis le braille avec mes yeux. De temps en temps, quand c'est du recto verso, je prends mes doigts parce que là j'y comprends plus rien, mais sinon j'y arrive pas. Comme la plupart des voyants, j'y arrive pas du tout en recto verso quand c'est sur papier. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi des personnes qui ne lisaient pas et n'écrivaient pas très vite, mais qui ont quand même beaucoup utilisé, utilisent ou ont beaucoup utilisé le braille en écriture et en lecture
à la fois pour leur vie quotidienne et pour leur vie professionnelle. Donc c'est vrai que dans une société où on va très vite, c'est quand même mieux de pouvoir lire et comprendre rapidement un texte, mais et écrire rapidement, prendre des notes, etc. Mais le culte de la vitesse, bon voilà, il y a des gens qui peuvent avoir plaisir à lire en lisant lentement. Ça dépend aussi, et ça les gens ont beaucoup différencié. On leur posait des questions sur est-ce que vous aimez lire sur quand vous lisez une recette, qu'est-ce que vous prenez, quand vous écrivez à des amis, avec quoi vous écrivez, c'est un petit peu ça, c'était un peu ça le questionnaire, et c'était très différencié en fonction de la tâche d'écriture ou de lecture qu'ils avaient à faire. Bonjour, comment expliquez-vous que dans un institut spécialisé, le Centre Louis Braille de Strasbourg, pour ne pas le citer, des enseignants formés à l'abrégé expliquent actuellement aux jeunes que c'est un apprentissage inutile et les en privent. Je me retrouve obligée de former dans un cadre associatif des lycéens qui ont envie de lire sur papier, alors que presque toute l'offre est évidemment en abrégé en raison des 40% de volume gagné. Ouais. C'est une belle fin. Une belle question de fin. Merci Clément. Merci. On se connaît par mail. Merci pour cette question. Alors, déjà, le Centre Louis Braille, c'est un exemple. Nous, ce qu'on a vu, c'est quand même, quand on a diffusé l'idée de cette recherche, c'est des enseignants extrêmement intéressés par la recherche et plutôt motivés par le braille abrégé, même si, en fait, ils se trouvent coincés par le temps. Hein. Et c'est vrai que beaucoup ont dit, ben voilà, entre l'informatique et l'abrégé, on choisit l'informatique. Et c'est un peu pour ça que nous, on dit il faudrait revenir à un enseignement précoce de l'abrégé, parce que c'est vrai que dans le secondaire, les élèves n'ont plus le temps de le faire. Nous, ce qu'on voit, alors c'est pas forcément les enseignants du Centre Louis Braille, mais d'autres enseignants, que ce soit dans le public ou dans le privé, on voit plutôt des enseignants motivés, parce que nous, que ce soit pour la formation du privé ou notre formation à l'INS de l'éducation nationale, ils apprennent l'abrégé. Alors, ils ont plutôt envie de le transmettre parce que ça leur demande beaucoup d'efforts aussi aux enseignants de l'apprendre. C'est pas normal, ça devrait effectivement, moi je suis d'accord avec Clément, ça devrait être appris à l'école. Après, ce qui se passe, c'est qu'on voit quand même quelques élèves qui refusent l'abrégé parce qu'ils veulent être comme tout le monde. Mais ça nous entraîne peut-être trop loin, Fernando. Mais surtout dans le temps qui nous est imparti. Des enseignants qui dissuadent les élèves de l'apprendre. Je pense que nous, on a eu pas mal de jeunes, vraiment là, de jeunes qui sortent des études ou qui sont encore au lycée. Certains qui disent, comme le jeune étudiant en langue vivante, j'adore l'abrégé. Et d'autres qui disent je l'ai appris, je ne sais vraiment pas pourquoi et qui l'ont abandonné, ou d'autres au contraire qui se sont appropriés cette modalité. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut essayer de donner aux élèves toutes les possibilités, y compris l'abrégé, et si 5 ans après leurs études, leur sortie du lycée, ils ne l'utilisent plus, c'est leur choix d'adulte. Mais les bloquer, comme font visiblement les enseignants que vous connaissez, Clément, ça me choque parce que du coup, on leur donne un atout en moins. J'ai rencontré dans les entretiens des jeunes qui l'apprenaient. On en reste là, Nathalie. On en reste là. Je pense que c'est une belle phrase de conclusion en réalité.